Club de la presse d'Europe 1. Il est 19h43, c'est la suite du Club de la presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Bernard-Henri Lévy ce soir face à Michel Cotta, Olivier Duhamel et Gérard Carrérou. Bernard-Henri Lévy, attention, voici une question de Michel Cotta. C'est une question personnelle qui change, qui nous fait avancer par rapport à l'antisémitisme. Vous vous définissez vous-même dans votre livre comme un de ces juifs qui croient encore au devoir de réparer le monde. Et ailleurs, vous agitez, quand un corps encore vivant est déjà un être pour la mort, il y a un commandement et un seul, qui est de le sauver. Alors effectivement, on vous a vu sur tous les théâtres du monde où il se passait des choses, notamment des guerres civiles, mais est-ce qu'on peut sauver tout le monde ? Faut-il choisir ? Au nom de quoi ? Et est-ce qu'on peut déclencher, comme ça s'est passé par exemple en Libye, une opération pour de grandes causes qui se termine par une bérésina et le passage des armes dans tout le continent africain, etc. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que le seul commandement, c'est de sauver, et qui ? D'abord, on ne peut pas sauver tout le monde et il faut faire ce qu'on peut. Ça, c'est la première chose. Leçon d'Albert Camus et de quelques autres. On fait ce qu'on peut quand on le peut. Et le devoir d'un homme, c'est quand il peut prendre une main qui se tend, c'est de ne pas la refuser, c'est de ne pas tourner les yeux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous faites allusion à la guerre de Libye, j'imagine. Briser une dictature, une des plus féroces... À n'importe quel prix ? Mais pas à n'importe quel prix. Je crois pas que ça ait été fait à n'importe quel prix. Je crois qu'au contraire, il y a eu dans la manière dont cette intervention Sarkozy, Cameron, Obama a été menée, il y a eu plutôt de la sagesse et de la mesure. Oui, mais la suite. Après, ça je l'ai souvent dit, il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que les mêmes États qui ont fait tomber la dictature Kadhafi auraient dû en effet faire la suite du travail, auraient dû rester, auraient dû faire du nation building. Ils ne l'ont pas fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est une erreur politique grave. Mais c'est la guerre d'hier. C'est la guerre d'hier. Moi, je vous pose une question sur la guerre de demain. Oui. La guerre de demain, c'est la guerre contre le califat islamique. Oui. Celle que les États-Unis ont entrepris de mener, que la France va suivre. Je pense que le président de la République nous donnera plus de détails demain. Mais au départ, c'est une guerre aérienne. Elle a commencé déjà. Guerre aérienne, on bombarde. Tout le monde sait, tous les experts, on ne gagne pas et on ne gagnera pas la guerre contre le califat islamique sans mettre des troupes au sol. Le chef d'état-major de l'armée américaine a déjà proposé dans son scénario au président Obama de le faire. Est-ce que vous êtes pour l'intervention de troupes au sol, avec tout ce que ça peut comporter de conséquences, et est-ce que vous êtes pour que la France envoie également, en plus de ces rafales, éventuellement des soldats au sol? Je pense surtout que les experts dont vous parlez ont peut-être raison, mais ils se trompent presque toujours. En Libye, ils disaient, sans troupes au sol, on ne dégommera pas Kadhafi. Il n'y a pas eu de troupes au sol, il n'y a pas eu un soldat de l'Alliance mort, il y a eu un avion, je crois, qui a été abattu. Les experts militaires ont été démentis. 20 ans plus tôt en Bosnie, du temps de François Mitterrand, Édouard Balladur et Alain Juppé, rappelez-vous, on disait il faudra 300 000 soldats au sol pour arrêter les chiens de guerre serbes qui terrorisent Sarajevo. Il n'y a rien eu besoin du tout, il y a eu quelques frappes aériennes qui ont suffi. Donc moi je me méfie beaucoup de ces... J'entends encore François Mitterrand, dans un dîner des parrains d'SOS Racisme, se lever face à... Il y avait Harlem Désir, il y avait Fodessila, Julien Drey, moi, et il nous dit... Moi vivant, la France ne fera jamais la guerre à la Serbie à cause de l'amitié historique. Et puis parce qu'en effet, il faudrait des centaines de milliers de soldats au sol. Ben, il se trompait. Il était mal informé par de mauvais experts. Eh bien, attention à ne pas être désinformé aujourd'hui par les mêmes experts. Moi, je n'exclus pas. Et en tout cas, c'est... Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à la question. Parce que si les Américains se décident à en mettre des troupes au sol, par nécessité, parce qu'ils voient que les bombardements qu'ils ont commencés ne suffisent pas, est-ce que la France devra suivre ? La guerre est une chose suffisamment atroce pour ne pas spéculer. Pour l'instant, l'Amérique a pris la décision courageuse, et Hollande la décision courageuse, de frapper par les airs le califat noir en Syrie et en Irak. Attendons de voir les résultats de cette opération. Attendons de voir ce que font les États arabes. Les 600 avions genre F-16
qui dorment dans les aérogares militaires des Émirats et dont pour l'instant on n'entend pas beaucoup parler. Pas du tout, on parle de nos 12 ou 10 Rafales, on parle mais on ne parle pas des autres. On ne parle pas des 600 avions que les États de la région ont achetés, qui sont en parfait état de marche, et attendons de les voir mis également sur le théâtre d'opération. Après, on verra. Vous savez, encore une fois, les barbares sont souvent des tigres de papier. Ils sont souvent beaucoup... La guerre de Libye dont parlait Michel Cotta tout à l'heure, je me rappelle comment 3 semaines après le début de la guerre, les commentateurs disaient « mais c'est Marine Le Pen », et puis Chevènement disait « mais c'est l'enlisement, mais on n'y arrivera jamais, mais c'est la guerre du désert, c'est Rommel contre les Américains, etc. » Eh ben non, 8 mois on après... est arrivé quand même. Pardon ? À quoi on Mais est alors, arrivé, quand attendez, même, oui. franchement. On n'est pas arrivé à la démocratie, en tout cas. Pas Mais pas la seulement- démocratie, mais pas à l'État islamique, Non, ma chère mais Michel attendez. Cotta. Si les experts se trompent, vous dites presque toujours, disons parfois, ou transigeons à souvent si vous voulez, mais si les experts se trompent, est-ce que les gens du peuple, est-ce que les gens simples, et quelques autres avec eux, est-ce que tous ceux qui disent, le problème, c'est que les interventions faites par l'Occident depuis maintenant une quinzaine d'années se soldent toutes par des catastrophes. C'est que 12 ans de guerre en Afghanistan se terminent par une montée du pouvoir des talibans. C'est que la guerre en Libye, après l'heureuse élimination de Kadhafi, se termine par les ravages sur l'Afrique et le déchirure de la Libye elle-même. C'est que la guerre de Bush en Irak se termine par la décomposition de l'État irakien et la montée des djihadistes. Et que donc ça discrédite les gens qui ressentent ça. Ils se disent... que ça discrédite l'idée qu'on doit intervenir et ça les rabat dans une espèce de souverainisme absolu, de pacifisme systématique qui est catastrophique. Mais c'est une question légitime. Légitime. Mais je ne dis pas que la question n'est pas légitime. En revanche, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'histoire des catastrophes évitées. Donc en effet, on sait dans quel état est la Libye aujourd'hui, mais on ne sait pas dans quel état elle serait si on avait laissé le clan Kadhafi aller au bout des menaces qu'il proférait de faire couler des rivières de sang dans les grandes villes de Libye. Donc voilà, alors bien sûr, là encore, la dictature des images, le court-termisme, le côté, le nez sur les choses, bien sûr, on voit la guerre des milices, le chaos, la très grande difficulté à construire un C'est pas État. que la dictature des images, l'échec en Afghanistan et en Irak. Hein. C'est du réel, c'est du fond. L'Irak, je pense, j'ai toujours dit, pour ce qui me concerne, que c'était une erreur. Mais l'Afghanistan, qui sait ce qui se serait passé, là encore, si on avait laissé, à l'époque, les talibans exercer leur pouvoir intégralement comme ils le voulaient. Je ne sais On pas. les a dressés contre les soviétiques, alors on ne peut pas s'étonner après qu'ils aient pris des proportions insupportables, ces talibans-là. C'est nous qui les avons armés. On l'a oublié, mais c'est nous. C'est pas tout à fait exact. À l'époque des soviétiques, il y avait plusieurs groupes on les appelait les moudjahidines, il y avait des fondamentalistes, il y avait des démocrates, il y avait Gulbuddin Hekmatyar qui était le maître à penser des talibans, et il y avait le commandant Massoud. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà une intervention occidentale. Mais sur la série la vérité, c'est que dans le monde arabe, vous savez, les gens parlent beaucoup de clash des civilisations, et en général, c'est une bêtise. Mais il y a un endroit où c'est vrai, où il y a un clash des civilisations, c'est à l'intérieur du monde arabo-musulman. Là, il y a un choc entre l'obscurantisme et les Lumières, entre les droits de l'homme, la volonté d'aller vers la démocratie et l'obscurantisme et le totalitarisme. Là, il y a, et ce sont les peuples de la région, les peuples arabo-musulmans qui sont en première ligne et qui sont les premières victimes. Là, il y a une bataille énorme qui est la bataille de notre époque. Alors bien sûr qu'elle ne va pas se régler. À une ou deux Tunisie près, le conflit, l'alternative, c'est plutôt dictature ou islamisme. C'est ça qui est catastrophique. C'est un jeu à 3 termes. Il y a en effet la dictature, l'islamisme et la démocratie. Mais prenez l'exemple de la Syrie dont Gérard Kerrérou voulait que nous parlions. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est quand même un paradoxe, là. On est en train de faire on va s'acheminer vers une guerre dans laquelle, quelque part, objectivement, Bachar el-Assad, qui était notre adversaire, va devenir, pas notre ami, mais on aura besoin de lui, ne serait-ce que pour l'espace aérien. C'est quand même terrible. C'est terrible. Et on n'en serait pas là si, comme le réclamaient un certain nombre de citoyens français, au nombre desquels j'étais, si on était intervenu il y a 3 ans, il y a 2 ans, ou il y a encore 1 an. Contre Bachar el-Assad. Contre Bachar el-Assad. À l'époque où
Pour le Attendez. coup, il n'y a aucune. Enfin, Si, vous parce pouvez que pas opposer. le califat islamique, l'État islamique, le califat n'existait pas. Le 29 août 2013, Il y avait le déjà jour où Obama... Il y avait déjà beaucoup d'islamistes dans les rangs de la il y rébellion. avait quand même. beaucoup d'islamistes, mais l'armée syrienne libre, les démocrates, pesaient lourd. Ils représentaient quelque chose. Ils n'avaient pas encore été laminés par les deux forces, par les deux machines à broyer de Bachar al-Assad d'un côté et des islamistes de l'autre. La première année, en 2011, quand je me rappelle avoir organisé une des rares manifestations soi-disant populaires, en vérité, on était 4 chats. Mais parmi les 4 chats, il y avait notamment un ancien ministre des Affaires étrangères qui était Bernard Kouchner et un futur ministre des Affaires étrangères qui était Laurent Fabius. On était en juillet 2011 et nous avons organisé une manifestation pour réclamer une intervention en Syrie. Et on disait quoi? Kouchner, ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, Fabius, futur ministre de Hollande, et votre modeste serviteur. Nous disions, si nous n'intervenons pas aujourd'hui, où il y a encore une formidable carte à jouer, une vraie opposition démocratique, des vrais démocrates éclairés, nous aurons un jour le face-à-face monstrueux et désespérant de la dictature la plus sanguinaire et des islamistes qui ramasseront la mise en disant « Regardez, l'Occident qui vous traite comme des moins que rien, qui est l'ami des dictateurs, nous sommes, nous, les islamistes, vos sauveurs. » C'est ce que nous disions ce jour-là, 5 ou 6 juillet 2011, nous y sommes. La non-intervention en Syrie a produit la situation tragique dans laquelle nous nous trouvons. Comme le temps presse, moi je voudrais vous parler des 2 personnages qui apparaissent comme vos 2 ennemis principaux dans le livre. Poutine d'un côté, je pourrais lire des pages, mais là on n'a pas le temps, de ce que vous dites sur Poutine, c'est l'ennemi absolu, le mal, l'ennemi avec un E majuscule. Et puis de l'autre côté, il y a Marine Le Pen. N'est pas le diable qui veut, dit Weber dans la pièce. N'est pas le diable qui veut. La peste blonde qui est tellement... c'est le personnage, c'est Weber qui le dit. La peste blonde qui hait tellement la France qu'elle veut la voir bien affaiblie, appauvrie. Ce n'est qu'une phrase. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, on n'aura pas de temps de répondre sur les 2. Il faut choisir. Moi, c'est ce qui me gêne le plus chez Marine Le Pen, au fond. J'y pense en vous écoutant. Ce qui me gêne le plus, en effet, c'est qu'elle n'aime pas la France. Ce qui me gêne le plus, c'est que ces gens-là ont vraiment la trahison dans l'âme et d'une certaine manière dans le corps. Oui, ils sont traîtres à leur patrie. Regardez, il y a 30% des gens qui votent pour elle qui n'aiment pas la France. Ah ben c'est possible. D'abord, ils ne sont pas encore 30%. D'abord, ils ne sont pas encore 30%. Ensuite, ils ne sont pas tous dans ce cas-là. Mais vous me parlez de Marine Le Pen, celle que j'appelle dans Hôtel Europe la peste blonde. Oui. Quand vous regardez bien, il y a un signe quand même. On est dans une période quand même de grande turbulence planétaire. La France est dans l'œil du cyclone. On a un président chef de guerre sur des terrains divers et variés. Le Mali, maintenant l'Irak, peut-être demain la Syrie. Chaque fois que la France est engagée dans un conflit international, Marine Le Pen prend parti pour les ennemis de la France. Pour les ennemis de la France, c'est-à-dire pour Bachar al-Assad quand il s'agit de punir Bachar al-Assad d'usage des armes chimiques, pour Kadhafi au moment où les pilotes français risquent leur vie pour combattre Kadhafi. À tort ou à raison, mais il y a quand même une règle en démocratie, en république. Quand on aime son pays, c'est de faire corps avec ses soldats, avec son armée. Regardez vraiment toutes ces pouilles, et celles de son père, c'était les mêmes. Aujourd'hui, Poutine, en pleine crise syrienne et en pleine crise ukrainienne, il y a une position française. Cette façon de dire, et ça Weber le dit dans la pièce, je tire mon chapeau à Vladimir Poutine parce qu'il sait résister à cet international droit de l'hommisme dont la France... voilà, c'est les propos de quelqu'un qui trahit son pays. Et c'est peut-être, il y a la nullité de leur programme, et puis il y a cette espèce d'obstination dans la trahison nationale qui me frappe beaucoup chez ces gens. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy, invité du Club de la Presse. Je rappelle le titre du livre et de la pièce, c'est le même, Hôtel Europe. Le livre c'est chez Grasset, la pièce c'est tous les soirs sauf le lundi au Théâtre de l'Atelier avec Jacques Weber. Demain sur Europe 1, édition spéciale après la conférence de presse de François Hollande. On sera ensemble dès 18h et jusqu'à 20h. Dans un instant, Frédéric Tadei, après les infos d'Emmanuel Faux. À demain, Olivia. À demain, Nicolas.